Bonjour, bienvenue à cette activité d'introduction à l'électronique. Donc aujourd'hui, on va voir comment programmer notre voiture électrique. Donc, le circuit qu'on a bâti lors du dernier épisode. Si je résume rapidement le circuit, on a un bloc d'alimentation ici qui simule notre batterie externe qui alimente nos moteurs à travers le pont en H, le H-bridge. Et on a une alimentation 5 volts de ce côté-ci qui alimente la logique euh, de notre circuit et notre senseur. Le pont en H contrôle nos moteurs. Et puis, le pont H est connecté dans les broches 3, 4, 5 pour le moteur de gauche et 6, 7, 8 pour le moteur de droite. Les fils verts dans 3 et 6 sont les broches d'activation, donc pour activer le moteur. C'est sur ces broches-là aussi qu'on va moduler le PWM pour contrôler la vitesse des moteurs. Et finalement, euh, les fils orange et marron sont liés aux sorties positives et négatives de nos moteurs. Ça va nous permettre de contrôler la direction de nos moteurs. Finalement, on a notre senseur qui est connecté à la broche 9 pour la broche écho et 10 pour la broche de déclenchement. Avec ça, on a mis un petit code très simple la dernière fois où on faisait simplement lire la distance sur le capteur de distance et l'afficher sur le moniteur de série. Et ce bloc de code-là nous permettait d'activer les deux moteurs à pleine vitesse, ici, en activant les broches 3 et 6, et de le faire avancer euh, en faisant tourner les deux moteur dans le sens horaire, puisque les broches 4 est élevé, 5 est faible, élevé pour 7 et faible pour 8, donc les moteurs vont dans le sens horaire. Par contre, ça nous donne un code qui est difficile à réutiliser et à modifier pour le faire réagir. Ce qu'on va vouloir faire, c'est reformater notre code, le retravailler pour qu'il soit plus facile à utiliser pour des comportements plus complexes. Par exemple, si je veux faire réagir ma voiture à la distance, si je veux être capable de la contrôler avec une télécommande, on va créer des fonctions pour les principales actions de notre voiture. On va aller voir rapidement comment on peut faire ça. Donc, je vais passer au texte pour pouvoir travailler le texte. Donc, on voit que des fonctions, il y en a déjà une. En fait, il y en a trois, mais il y a les deux fonctions de base qui sont le setup et le loop, qui sont toujours là dans un sketch Arduino. Et on a fait une fonction, on a défini une fonction ici, qui est le read ultrasonic distance. On l'a déjà vu dans un des vidéos précédents sur le senseur ultrason, mais ce sont toutes les actions qui me permettent de lire le senseur et ça me retourne, donc la fonction me retourne une variable de type long, qui est un chiffre, et puis ça me retourne le résultat de la fonction pulsin. Donc ça calcule le pulse, qui est la durée de cette pulsation-là, détermine la distance. Comme j'ai dit, j'explique plus en détail le fonctionnement du senseur dans notre vidéo sur le senseur. Et il y a aussi deux paramètres qu'on passe à la fonction lorsqu'on l'appelle, donc lorsqu'on l'exécute. Cette fonction-là a besoin de deux paramètres. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va modifier un petit peu cette fonction-là pour qu'elle corresponde mieux à nos besoins et on va en créer d'autres pour avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite et on va voir comment on peut les utiliser. Donc, en partant, ici, ça c'est la constante qui me permet de traduire la durée de la pulsation en centimètres. Encore une fois, c'est expliqué dans la vidéo sur le senseur. Mais ce que je voudrais, c'est ne pas avoir à le multiplier ici à chaque fois que j'appelle la, la fonction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement copier ce chiffre-là, l'effacer ici, et
carrément multiplier mon résultat dans la fonction pour que ça me retourne la fonction. Autre chose aussi qu'on n'aura pas besoin de faire, c'est les paramètres ici. Dans la mesure où on ne changera pas les connexions, ma broche va toujours être 9 et 10. Donc, ce que je pourrais faire, c'est simplement copier cette variable ici et la sortir de mon bloc de paramètres. Ici, trigger, et puis le hard-coder, comme on dit, c'est-à-dire l'écrire carrément dans le code que ma trigger, c'est la pin numéro 10, et puis que l'écho va être ma pin numéro 9. Donc ça va m'éviter d'avoir à passer les paramètres à chaque fois que j'appelle la fonction. De plus, ici, le serial print, je l'affiche dans quand j'appelle la fonction, elle n'est pas dans la fonction. Donc, la fonction fait simplement me retourner un chiffre. Ce que je voudrais, c'est que la fonction me retourne le chiffre, mais affiche aussi dans le moniteur de série. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre la fonction printLine et je vais aller le mettre ici. Sauf que pour être capable d'imprimer quelque chose, et je vais l'enlever ici parce qu'on n'aura plus besoin de l'avoir ici. Donc, sauf que pour imprimer quelque chose, ça me prend une variable. Donc, il faudrait que je calcule mon résultat ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle variable long. Je vais l'appeler résultat. Et mon résultat, je vais lui donner la valeur qu'on a ici. Donc, je vais le calculer une fois à cette étape-ci. Et maintenant, tout ce que j'ai besoin de retourner, c'est pas le résultat du calcul, je l'ai déjà fait ici. Je le store dans une variable et je peux simplement retourner cette variable. Et finalement, ici, printLine, je pourrais simplement afficher le résultat. C'est une petite modification à notre fonction et on remarque que la principale différence entre les fonctions setup loop et la fonction read ultrasonique, c'est le mot-clé qui la précède et le fait que ici on a une ligne avec le mot-clé return et qu'on n'a pas de return ici et pas de return ici. En fait, le mot-clé qui vient avant la fonction détermine ce que la fonction va nous retourner, va nous donner, le résultat de la fonction. On va l'identifier par le type de variable. Ici, void nous indique que la fonction ne retourne rien. On va le voir tout à l'heure, les fonctions avance, recule, tourne. Ce pas des fonctions qui nous donnent quelque chose, ce pas des fonctions qui nous donnent un résultat, c'est des fonctions qui effectuent une série d'actions. Donc, c'est le cas de la fonction setup et c'est le cas de la fonction loop. La fonction read ultrasonic distance, puis je peux changer le nom. Je vais faire simplement l'appeler distance et enlever la virgule ici parce que ça va causer une erreur. Donc, la fonction distance, elle nous retourne un résultat, c'est-à-dire que quand on l'appelle, l'expression ici peut être remplacée par le résultat que ça va nous retourner. Donc, si je l'essaye, mon code, les deux moteurs devraient continuer à avancer, mais je devrais avoir aussi la lecture de ma distance qui affiche sur le moniteur de série ici, parce que je le print et qui va me retourner un résultat. Mais pour l'instant, le résultat, je ne fais rien avec, donc je ne le store pas dans une variable qui serait par exemple distance est égale à distance, donc ça me permettrait de storer le résultat dans cette variable-là. Si je ne mets rien comme ça va effectuer les actions, ça me retourne le résultat, mais la ligne d'après le résultat va être effacée vu qu'il n'est plus accessible à travers une
variable. Donc, quand j'exécute le code avec le moniteur de série, je devrais être capable de lire la lecture. Donc, on voit, par contre, que le résultat me donne un nombre entier. Donc, je perds un peu de précision parce qu'un long, le type de variable long, c'est pas un nombre décimal, c'est un nombre entier. Puis, ça me donne aussi juste un chiffre sans nécessairement de contexte de qu'est-ce que le chiffre représente. Donc, si plus tard, dans un programme plus complexe avec plus d'éléments, j'ai d'autres lectures comme ça sur ma console, sur mon moniteur de série, ça va être dur de voir exactement le 111 représente quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer la variable pour qu'elle me retourne un floating number, donc un nombre à virgule. Et puis ça, c'est simplement de changer le mot-clé avant le nom de la fonction pour lui indiquer que ça me retourne une variable de type float. Et ici, le résultat, on va simplement créer une variable de type float. Pour ce qui est du formatage ici, ce que je pourrais faire, c'est simplement écrire une autre ligne, mais sans sauter de ligne. Donc, juste print, sans le ln. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer un string qui va nous indiquer, je vais changer pour un clavier anglais, qui va nous indiquer qu'est-ce que la lecture contient. Donc, on pourrait dire distance, 2 points, espace. On va dire résultat, donc ça va imprimer le chiffre, sans nouvelle ligne. Et puis, finalement, on va imprimer une dernière avec l'unité de mesure, centimètres. Et puis, celle-là va créer une nouvelle ligne. Donc, on devrait avoir une lecture qui est un peu plus claire de nos résultats. Donc, la distance est de 109 et puis on a aussi accès au décimal puisqu'on a transformé la variable en type floating number, float number. Donc, ça nous donne une fonction qui nous retourne la distance et qui, en même temps, l'imprime sur notre moniteur de série. Et puis, en ayant enlevé les paramètres, donc notre circuit ne changera pas. J'ai pas besoin de remettre les paramètres à chaque fois. Donc là, on a modifié une fonction qui existait déjà. On voit qu'une fonction consiste, elle a un nom, elle a aussi un mot-clé qui indique la valeur qu'elle va retourner. Elle peut avoir ou non des paramètres. Elle est délimitée par un bloc de code avec des accolades, comme ça ici. Et puis, si on lui a donné un type de retour, alors on va devoir retourner une variable ou une donnée de ce type-là. Donc, avec ça en tête, on pourrait facilement maintenant faire une fonction qui ne retourne rien, donc void, pour faire avancer notre véhicule. On va lui passer un paramètre qui va être la vitesse à laquelle on veut passer, et ça va être un nombre entier, donc un integer. Comme ça ici. Et puis là, je peux mettre mes curly brackets pour fermer. Maintenant, qu'est-ce qui va aller dans cette fonction-là? Ben, on veut l'ensemble des instructions pour faire avancer notre véhicule. On avait déjà identifié que c'était ces lignes de code-là. Donc, un analog write sur les broches d'activation 3 et 6 avec l'intensité voulue pour représenter la vitesse. Un digital write sur les broches qui contrôlent la direction du moteur. Donc 4LV 5 bases, 7LV 8 bases, ça le fait avancer. Parce que le 4 est connecté à la broche au pôle positif de mon moteur et le 5 à bas, même chose pour 7 et 8. Donc on a simplement à prendre ce bloc de code-là, le retirer d'ici et le mettre ici, et maintenant ça devient ma fonction avance. Sauf que présentement, je n'utilise pas mon paramètre.
Donc, ce que je préfère, c'est prendre le paramètre que je vais lui passer quand je vais appeler ma fonction et le mettre ici à la place de ma vitesse. Et voilà. Maintenant, si je lui dis d'avancer, je lui mets une vitesse par exemple 500. Ça va avancer à environ 680 rondes par minute. Si je lui dis d'avancer à 1023, alors on va l'avoir à 700. Donc on voit que la vitesse change. Ce n'est pas une vitesse qui est proportionnelle nécessairement, mais ça va permettre de changer la vitesse comme ça. J'ai maintenant ma fonction qui me permet de passer ma vitesse et de lui dire d'avancer ou de reculer. Une autre chose que j'aimerais faire, c'est modifier comment je passe ma vitesse à ma fonction. Donc, j'aimerais, au lieu de passer une valeur entre 0 et 1023, qui n'est pas très intuitif, je voudrais passer une valeur entre 0 et 100. Et après que ma fonction la ramène à une échelle entre 0 et 1023. Pour faire ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle mapping. La fonction map nous permet de prendre une valeur et de lui dire cette valeur-là, elle part d'une échelle minimum from low qui va à from high. Donc, la valeur d'origine va de une valeur à une autre. Donc, par exemple, si je veux passer un pourcentage pour ma vitesse, la valeur, ça va être le pourcentage que je lui passe, par exemple 50%. L'échelle from va être de 0, parce que c'est le plus bas possible, à 100, parce que c'est le plus haut possible. Et le tout, donc l'échelle à laquelle on veut mapper cette valeur-là, mais là, ça va être mon échelle de 0 à 1023, qui est la nouvelle échelle sur laquelle je veux prendre. Donc, l'idée, c'est qu'on prend une valeur d'une échelle de départ et on la ramène, cette valeur-là, à une échelle différente. Donc, je vais simplement copier cette partie-là. Et ici, j'ai simplement à dire que ma vitesse est égale. Puis là, on va mapper la vitesse que je lui passe. Donc, 100%, 50%, etc. Qui, elle, vient d'une échelle de 0 à 100. Et on la veut pour une échelle de 0 à 1023. De la même façon, maintenant, si je lui passe, par exemple, 25% de ma vitesse, on va attendre une seconde, donc 1000 millisecondes. En fait, je vais laisser le délai de 10 ici parce que ça aide à la simulation. Je vais simplement créer un autre délai après. Délai de 1000 secondes, de 1000 millisecondes, donc une seconde. Et puis là, on va faire avance, puis on va lui donner 100% de sa vitesse. Puis on va faire un autre délai de une seconde. Donc ça, on devrait voir notre moteur. Oups, j'ai oublié un point virgule ici. Avec les délais-là, on devrait voir un changement dans la vitesse. Donc, on peut voir que ça alterne entre 700 et 200. Ça fonctionne. On pourrait même rajouter une petite ligne ici pour nous donner la vitesse. Donc, je pourrais simplement copier ce que j'ai ici. Et après avoir calculé notre vitesse, on va aller changer ça ici, puis dire que ma vitesse, puis on va aussi dire avance à vitesse, avance vitesse, et là, on va lui donner la vitesse.
en valeur analogue. On va voir si ça fonctionne. Et ça marche effectivement bien. Je vais juste rajouter une ligne print ln ici et enlever l'espace. Donc, on a notre fonction pour avancer avec laquelle on a un paramètre pour contrôler la vitesse. Maintenant, faire les trois autres directions, donc reculer, tourner à gauche et à droite, est relativement facile car je peux simplement reprendre cette même structure-là, la coller et dire ici pour recul. En fait, c'est la même chose, sauf qu'on va inverser quelle broche est élevée ici dans les broches de contrôle. Dans le fond, on veut que la 5 soit basse et que la 4 soit élevée. Donc, on va simplement alterner ça. Et ici, c'est la même chose. On veut que la 8 et la 7 soient interchangées. Ça, c'est pour reculer. Bon, maintenant, on va faire tourner à droite. Donc, droite, c'est le même principe, sauf qu'on veut que le moteur de gauche avance et que le moteur de droite recule. Et ça va faire tourner notre véhicule vers la droite. Donc, notre moteur de gauche, donc celui qui est connecté aux broches 3, 4, 5, on va vouloir qu'il soit dans la bonne direction. Donc, 4 positif, 5 négatif. Donc, positif et négatif. Mais on va vouloir que le moteur de droite soit inversé pour qu'il recule. Et puis, on va faire la même chose pour la gauche. Et puis, sauf que c'est ici qu'on va inverser le 5 et le 4. Donc maintenant, et on va bien sûr changer le nom. J'ai pas copié la bonne chose, donc gauche. Et puis ici, on va vouloir que la droite aille dans la bonne direction, donc 7 et 8. Donc c'est vraiment de choisir laquelle de ces combinaisons-là on veut. Présentement, j'aurais pu aussi faire une fonction pour freiner. Parce que si on fait, en fait, le pont H fonctionne d'une façon que si on fait simplement tourner la broche d'activation à bas, en fait, si on la désactive à l'eau, euh, notre moteur va continuer sur son élan. Donc, c'est parce qu'on pourrait dire il n'y aura pas de contre-coup. Il va être libre, si on veut, notre moteur, il va être libre de continuer. Il n'y aura plus de force qui va lui être donnée, mais il n'y aura pas de résistance faite pour stopper le moteur. Par contre, si on met les deux pins d'un moteur à bas ou les deux pins à haut, ça va avoir pour effet de carrément stopper le moteur, de l'empêcher de tourner. Donc, j'ai une petite différence, j'aurais pu faire, je vais la faire quand même ici, frein. On n'a pas besoin de vitesse sur celle-là, parce que c'est juste freiner. Donc, si on n'a pas besoin de vitesse, on va simplement nous signaler ici qu'on a freiné. Donc, je vais simplement dire frein. Et ici, on aurait simplement à mettre les deux sur I pour le faire arrêter. Donc maintenant, on a toutes nos fonctions pour ce que notre véhicule a besoin de faire pour l'instant. Gardons en tête que c'est un modèle à 2 roues. Donc, ce type de modèle-là, pour le faire fonctionner, il faudrait qu'il y ait une façon d'équilibrer les voitures en avant et en arrière, ou en arrière. Mais pour l'instant, on est capable de lire la distance, on est capable d'avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite. Maintenant, comment on pourrait utiliser ça? Ben, on pourrait simplement faire un robot qui avance si les obstacles sont suffisamment loin, recule s'ils sont trop proches et tourne s'ils sont entre les deux.
Donc moi, ce que je voudrais, on va y aller. Si on regarde on va faire vitesse ici, parce que j'ai pas la variable vitesse, donc j'ai pas besoin de faire cette ligne-là. En fait, ça marchait pas parce qu'il essayait de trouver la variable vitesse et qu'il l'avait pas. Et même chose ici, vitesse. Je vais simplement mettre 1023 et 1023. Voilà. Donc, notre senseur, si on le regarde, il va d'une portée qui est à peu près de 334, le maximum qu'on peut voir, et un minimum qui est à peu près de quinzaine de centimètres. 12, 10, 3, 5 centimètres. Donc, moi, je voudrais que s'il n'y a pas d'obstacle dans les 2 mètres en avant de mon robot, je veux qu'il avance. Donc, si la distance est plus grande que 200, je veux qu'il avance. Si elle est entre 200 et 50, je voudrais que mon robot tourne à droite pour essayer d'éviter les obstacles. Et puis, si jamais il y a un obstacle qui est plus proche que 50 cm, on va vouloir tourner. C'est simple à faire. On a simplement ici à créer une variable, float, pour se souvenir de notre distance. Je vais arrêter la simulation. Donc, une variable pour enregistrer notre distance. Float. Je vais l'appeler distance avec une minuscule, puis elle va aller chercher la distance de notre fonction distance avec une majuscule. Une fois qu'on a cette distance-là, il suffit juste de faire un conditionnel, de vérifier un certain nombre de conditions. Donc, si la distance est plus grande que 200, alors je veux qu'on avance à 100% de notre vitesse. Sinon, donc on va faire un else. Si elle est plus grande, donc si ma distance est plus grande, et là on avait dit que 50 était le, le plus proche qu'on voulait, avant de simplement reculer. Donc, si elle est pas plus grande que 200, mais qu'elle est plus grande que 50, ça veut dire qu'on est entre 200 et 50, ben là, je veux tourner, disons, à droite pour l'instant, parce que j'ai pas de façon de décider de manière plus intelligente de gauche-droite. On va voir ça plus tard. Donc, on va lui dire de tourner à droite. Je vais simplement dire, je vais tourner tranquillement à 25% de ma vitesse. Et finalement, donc un else uniquement, sans le if. Donc ça veut dire que si on n'est pas plus grand que 200, puis qu'on n'est pas plus grand que 50, c'est-à-dire qu'on est rendu plus petit que 50, alors je vais reculer tranquillement. Recule, puis on va lui dire peut-être 25% de la vitesse aussi. Puis ici, je vais mettre 50 pour tourner un peu plus rapide. Et puis là, si je fais ça comme ça, ben, il va faire une lecture à toutes les 10 millisecondes. Je trouve ça un petit peu trop rapidement, donc on pourrait le faire à toutes les demi-secondes, par exemple, pour laisser le temps à notre senseur et à notre robot de réagir, mais qui réagissent quand même assez rapidement. Donc, je vais faire un délai d'une demi-seconde entre chaque lecture et chaque ajustement de nos senseurs. Si on veut un temps de réaction plus rapide, on peut mettre un délai plus petit. Donc, ici, la logique de mon code, c'est vraiment de dire mémoriser la distance dans une variable et de vérifier si cette distance-là rentre dans certains critères. Donc, si elle est plus grande que 200, si elle est plus grande que 50 ou plus petite. Et de faire l'action correspondante. Si tout marche bien, on devrait être capable de contrôler. Donc, présentement, il est à 54.
54 devrait tourner à droite. Ça me dit avance, c'est parce que j'ai oublié de modifier mon texte. Donc, ici, je vais lui dire recule. Ici, je vais lui dire droite. Ici, je vais lui dire gauche. Donc, si je redémarre, effectivement, il va à droite à une vitesse de 501. Si jamais je descends en bas de 50 cm, et là, on recule, en effet. Et si je vais à plus de 200 cm, et on avance maintenant. Je pourrais même augmenter la vitesse potentielle de mes moteurs en augmentant le voltage d'alimentation. Ça nous donne les bases des actions qu'on peut faire avec la voiture électrique, ainsi qu'une application relativement simple d'un début de programme de voiture intelligente. Bon, présentement, on a une voiture qui éviterait les obstacles situés entre 50 et 200 cm et qui va reculer si un obstacle arrive à moins de 50 cm de lui. Maintenant, on peut continuer à faire évoluer les fonctionnalités de notre robot sans jamais avoir à réécrire exactement comment faire avancer, reculer, tourner à droite, à gauche, ni comment lire la distance. C'est ça le gros avantage de fonctionner avec des fonctions. C'est beaucoup plus facile de comprendre ce que le code fait ici. Si la distance est plus de 200, on avance. Sinon, si la distance est plus de 50, alors on va à droite. Sinon, on recule. Versus si j'avais mis chaque ligne de code à chaque endroit. Donc, si j'avais mis, par exemple, au lieu d'avancer, je mets ça. C'est beaucoup moins clair que ça consiste à avancer versus une fonction qu'il fait. Et puis, c'est beaucoup plus rapide ensuite à programmer si on a simplement à réécrire, à appeler une fonction qu'on a déjà définie. Ça conclut l'activité d'aujourd'hui sur la programmation de notre voiture électrique et puis sur la création de fonctions. Notre voiture, on pourrait la complexifier d'un certain nombre de façons, ce qu'on risque de voir dans les prochains épisodes. On pourrait attacher notre senseur de distance à un servomoteur pour qu'il scanne l'environnement de gauche à droite. De cette façon-là, on pourrait savoir si les obstacles sont à gauche ou à droite et décider de tourner en conséquence. On pourrait aussi alimenter 4 moteurs pour avoir une voiture à 4 roues au lieu d'une voiture à 2 roues. Si on fait le montage réel de notre voiture, on pourrait distribuer du courant à partir des sorties à 2 moteurs à la fois. Sauf que dans le simulateur, ça ne marche pas. Pour avoir 2 moteurs supplémentaires, on pourrait simplement rajouter un autre pont en H et de connecter nos entrées et nos fils de contrôle aux deux. C'est une autre façon de pouvoir avoir 2 ponts en H contrôlés par un seul Arduino. On pourrait aussi explorer la possibilité de contrôler notre voiture électrique avec une télécommande infrarouge, ce qui serait intéressant. On pourrait également faire différentes applications pour suivre des lignes avec des photorésistances, des choses comme ça. Donc, on pourrait vraiment se servir de cette plateforme-là pour augmenter les fonctionnalités de notre robot sans jamais avoir à retoucher aux fonctions de base qu'on a utilisées. Ça conclut notre activité. Merci beaucoup et à la prochaine.